Vous allez pas le croire, hein, mais 20 ans plus tard, peut-être qu'ils vont sortir de ma pile. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans un nouveau vlog où je vais lire des vieilleries de ma pile. Je sais, ça fait peur. Moi aussi j'ai peur, mais genre vraiment beaucoup très peur. Vous pouvez même pas vous imaginer. J'ai décidé de commencer ce vlog parce que ça fait je ne sais pas combien de fois que je dis que je vais lire le plus vieux livre de ma pile, qui est celui-ci, qui est Ballerina de Vicki Baum. Je l'ai acheté, je pense, en 89. J'avais 13 ou 14 ans. Je venais de lire un roman sur le ballet et je cherchais un truc qui parlait de danse. N'importe quoi qui parlait de danse. J'ai acheté ça. Je ne l'ai pas lu. Il est fossilisé dans ma pile depuis 35 ans. Je sais, c'est incroyable et c'est gênant. Il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo qui sont moins vieux que ce roman et en fait, moi-même, je suis moins vieille que ce roman parce qu'il a été imprimé en 75 et je suis née un peu après. Ouais, un peu après. Il y a donc ma collègue booktubeuse Sabrina de Sab et les livres et je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Elle fait des vidéos beaucoup plus souvent que moi, là, des lectures hyper éclectiques. Si ça vous tente, je vais vous mettre le lien ici ou dans le barre d'infos ou quelque part. Et Sabrina, elle me dit toujours « Mec, tu lis ça, je veux un vlog ». Donc voilà, non seulement je vais faire un vlog, mais je vais choisir 3 vieilleries de ma pile et je vais les vlogger. Bon, ça devrait sortir dans l'année, je sais pas quand est-ce que ça va se terminer, mais je vais le faire. Promis. Puis aujourd'hui, je vais pas choisir, on va regarder un peu ce que j'ai comme choix dans ma pile à lire, mais on va voir. Puis en fait, ben lui, je l'ai commencé hier, donc je vais vous en parler un tout petit peu. Alors, ma liste, elle est ici et on va regarder ça ensemble. Comme je l'ai mentionné, le plus ancien, c'est Ballerina. J'ai écrit 90, mais c'est 89. J'ai checké dedans, là, c'est 89. Ça fait longtemps, j'avais très peu d'années. Ensuite, La gare de Wannsee de François-Olivier Rousseau. Je sais pas. Le Horla de Maupassant. Il me semble que je l'ai lu. Il me semble que je l'ai lu, le Horla. Mais si je l'ai pas lu, ça serait peut-être un bon choix parce que c'est court. Taipan et Shogun, je l'ai vu à la télé, mais je l'ai pas lu. Ils sont quelque part par là, ils sont épais de même. Là, je suis en train de regarder la nouvelle série. Ouais, peut-être ça va me tenter. En plus, j'arrive du Japon et je sais qui était caché derrière les personnages. Donc, ouais, ça me tente peut-être un peu plus. On continue. 2 pièces de Shakespeare, La tempête. Je l'ai lu il y a pas si longtemps parce que je suis allée la voir. Donc, je l'ai lu. J'ai juste pas écrit dans ma pile. Va où ton cœur te porte, peut-être pas. Des pièces de Corneille. Oh, ça fait peur, hein? J'ai jamais lu les pièces de Corneille. Est-ce que c'est bien? Dites-moi si c'est bien. Ensuite, La route au tabac de Caldwell. Et boy, ah, que c'est ça? Amnesia, Jody Mercer. J'ai aucune idée c'est quoi. Va savoir de Régent Ducharme. J'ai essayé de le lire à dos. J'ai jamais passé la page 20. Marie-Claire Blais, Soif. Ouais. Peut-être, parce que j'ai relu Marie-Claire Blais depuis, j'avais essayé, j'avais pas été capable. Souvent, c'est des romans que j'ai essayé puis que je vais être « Oh mon Dieu, je peux pas ». La vie devant soi, j'ai pas lu La vie devant soi. Peut-être. Evita, non, j'ai pas le goût de lire de bio, non. Le tueur aveugle, ouais, peut-être. Margaret Atwood, je l'ai, il est en anglais, il est épais, il est écrit tout petit, faudrait que je m'en trouve une version e-book. Rouge Brésil de Ruffin. J'ai commencé, j'ai pas fini. Je suis rendue dans les années 2000, hein, quand même. Ça fait quand même moins de 20 ans. La piscine de Kigali, j'avais pas réussi non plus. Je trouvais ça trop terrible. L'argent du monde, des trucs économiques. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je vais pas lire ça. Je pourrais les donner, en fait. Je lirai jamais ça. J'avais d'ailleurs écrit « Si je lis ça un jour, je tombe de ma chaise ». En effet. Mais si je regarde l'autre pour lequel j'avais écrit ça, Racine de Alex Haley, je pensais pas du tout que c'était ça, en fait, mais ça me tente. Finalement, il me tente lui aussi. Ouais, peut-être. Si je regarde avant 2004, bon, un tas de Anne River Siddons. Quelle idée j'ai eue. Pourquoi j'ai pris des Anne River Siddons? Ça devait se passer dans le sud des États-Unis. Ça doit être pour ça. J'ai eu un trip à un moment donné. L'annonce faite à Marie, non, je pense pas. Nœud de vipère, boule de suif. La reine morte de Montherlant. Écoutez, ça va jouer là-dedans. Je vais en prendre 3 là-dedans, mais c'est inquiétant, hein? Avouez que c'est inquiétant. Parce que quand j'étais plus jeune, là, je ramassais toutes les fonds de bibliothèque de tout le monde. Fait que je me ramassais avec des trucs improbables. Et c'est ce que vous voyez là. J'ai peur. Ça va être... Ouais, ça va être rough. Donc c'est ça, je sens que ce vlog va être passionnant, peut-être plus drôle pour vous que pour moi, mais nous verrons. Mon but c'est de le finir en 2024. Donc, Ballerina. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais parce que le roman il est en français.
pouvez voir la superbe édition du livre de poche. Et l'autrice, elle est autrichienne, je pense, donc aucun rapport. Mais dans ce roman-là qui a été écrit dans les années 50... Ouais, c'est ça, 1958. C'est l'histoire d'une danseuse étoile dans une compagnie de ballet new-yorkaise. Elle a 47 ans, elle sait que sa carrière, peut-être que ça achève un petit peu, elle a tout approuvé. Il y a vraiment plein de jeunes danseuses qui montent derrière elle. Elle est mariée et son mari est peut-être un petit peu tanné qu'elle passe de 8h à minuit en train de se pratiquer pour son ballet et qu'elle l'abandonne. Ouais, je vous l'ai dit, ça a été écrit dans les années 50. Mais ce que je trouve quand même chouette là-dedans, c'est qu'on a une protagoniste qui est parfois assez exécrable. On est dans sa tête. Et ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, elle est manipulatrice. C'est pas pour rien qu'elle en est arrivée là. Il y a des petits bouts passés-présents, c'est-à-dire on est surtout dans le présent avec quelques flashbacks du passé. Il y a une histoire avec son meilleur ami d'enfance, Grisha. On sait tout de suite qu'il est décédé. Ça semble avoir marqué. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir. Donc, ça semble être hautement romanesque et ça se lit toute seule. Sérieux, je pensais détester ça, mais c'est pas mal écrit, c'est pas mal écrit. La traduction, des fois, c'est hou. L'écriture, elle est de l'époque, bien entendu, c'est les valeurs de l'époque, mais quand même, elle est pas nunuche, là, loin de là. Et là, mon problème, c'est que je suis pas capable de trouver de version e-book de ce livre-là. Et toucher à ces pages-là, là, je veux mourir. Sérieux, je veux mourir. J'étais au bureau l'autre jour, puis il fait vraiment chaud au bureau, c'est pas climatisé. Et je lisais ça avec mes gants. Le monde était là, elle est folle. On verra si je vais réussir à passer au travers du roman avec cette texture. C'est écrit mini. C'est vraiment écrit tout petit, comme de... Ah! Au secours. Bon, donc, je vais continuer et je vous en reparle. J'en reviens un peu plus tard. Quand je parlais de traduction étrange, là, notre personnage principal, elle s'appelle Katia Milenkaya et elle s'appelle Katenka, Katia, bref, plein de trucs comme ça. Et il y a un enfant dans cette histoire-là qui l'appelle Minou. Là, je me disais, mais Minou, mais ça sort d'où? Minou! Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, en anglais, il doit l'appeler Kitty. Et qu'au lieu de traduire Kitty, ils ont traduit Minou. Minou. C'est n'importe quoi. J'ai encore avancé dans Ballerina. Je suis rendue à peu près ici. Je pense que quand je vous en ai parlé la dernière fois, je disais que ça allait encore parce qu'il y avait le monde du ballet, parce que c'est un truc qui m'intéressait. Bon, là, je commence à être un petit peu tannée, en fait. Elle prend tellement des décisions, mais épouvantables. Puis en plus de ça, il y a beaucoup de personnages, c'est difficile de s'attacher à eux. On connaît très peu leur histoire parce qu'ils sont là, mais... il y a trop de monde. Fait que du fait, ben, ils sont moins attachants. Puis toute la relation qu'elle avait avec, comment il s'appelle, Grisha, qui était son partenaire du temps, elle est malsaine. Et même si l'autrice réussit à nous faire comprendre pourquoi elle en est arrivée là, c'était comme, mais voyons, mais la décision, ça fait, mais pourquoi? Et en plus de ça, plus ça va, plus je trouve qu'on est dans l'époque. Il y a des mots qui sont utilisés, des expressions qui sont utilisées. Tu dis, mais... me semble que j'aurais pas traité ça comme ça. Je le dis peut-être dans l'autre clip, hein? Peut-être je le dis. La vision de la place de la femme, entre autres, oui, c'est beau d'avoir une carrière, mais quand même, la famille, mais quand même, tu sais, c'est particulier, puis c'est pas le fait qu'il y ait une dichotomie femme de carrière versus femme de famille, c'est pas ça. C'est la façon dont c'est traité. Puis là, son mari, qui trouve qu'elle s'occupe pas assez de lui, il a tenu des propos, là, c'est comme... oh mon Dieu, sauve-toi, red flag au bout, sauve-toi. J'espère juste qu'elle va réussir à évoluer en tant que personne, parce que c'est une ado de 14 ans dans le corps d'une femme de 47. Mais clairement, le mec, là, il veut une femme à la maison qui lui prépare ses repas pendant que lui fait des choses scientifiques fort importantes. Et tout cet aspect-là, mais c'est dommage parce que derrière, il y a quand même l'histoire d'une danseuse qui est vieillissante. Et ça, dans un monde qui est carrément sans pitié. On est vers la fin de sa carrière, il y a toute une remise en question. Je suis qui, moi, si je ne suis pas la prima ballerina? Pourquoi je l'ai dit comme ça? Je sais pas. Mais bon, j'achève, on va voir ce que j'en ai pensé. J'aime vraiment moins ça, là, j'ai hâte que ça achève. Bon. J'ai fini. Alléluia, j'ai fini. Je n'aurai plus à toucher à ces pages. C'était un calvaire. Mais surtout, la fin de ma lecture, cette fin-là, je peux pas croire que ça finit comme ça. En fait, oui, je peux y croire parce que ça a été écrit dans les années 50, fin des années 50, je crois. Donc, je peux comprendre, le féminisme n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, mais clairement pas. Oh my God. Certes, il y a quand même une évolution du personnage. Elle passe de 14 à 20 ans. Mais combien de temps ça va durer, ça, je le sais pas. Puis,
elle va avoir la cinquantaine, là. Tu sais, c'est pas un personnage qui devrait être immature. Pourtant, elle est capricieuse, c'est épouvantable. Mais les sentiments qu'elle décrit, j'y crois pas. Il y a une scène que j'ai trouvée cute, une scène qui parlait de transmission, entre autres. Certains deuils finissent par se faire, mais quand même, trop peu trop tard, puis là, je vais spoiler, elle revient avec le mari. Tu sais, le même mari qui la trompait avec une femme de 20 ans, avec sa filleule, rien de moins, qui était prêt à la laisser et à marier l'autre au bout de 5 jours de relation. Et elle, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est ben non, il peut pas aller avec elle. Elle a l'air d'une patate. Tu sais, j'ai bien du mal à compatir après. En la laissant, là, il avait dit ça, ok? Il avait dit « Je suis un garçon très simple, très moyen. J'ai besoin pour vivre d'une atmosphère très ordinaire. Tout ce que je désire, c'est vivre comme les autres. Me lever le matin, prendre ma douche, me raser et déjeuner avec ma famille. J'ai besoin d'une femme qui me sourit de l'autre côté de la table, qui me dise que le prix de la viande a augmenté et qu'il lui faut de l'argent. Après une petite discussion, je capitule et je suis récompensée d'un baiser. Quel plaisir à penser qu'elle dépend de moi, que je la fais vivre, elle et les enfants. » Il a dit ça, puis elle revient. Non, mais Quand elle parle de l'autre fille, qu'elle l'a connue enfant, on se rappelle, là, elle la connaît depuis toujours, elle dit d'elle « Il suffit d'une grosse vache qui prend des notes précises pendant qu'un homme comme Ted se dévoue à la science. » Ouais. Tout va bien. Je vous dis, tout va bien. Quand moi je lis des trucs du genre, j'ai beaucoup de misère à voir encore le bon dans le roman. C'est ça. Puis habituellement, je suis capable de me remettre dans le contexte, je suis capable de me remettre dans l'époque puis dire oui, c'est pour ça, puis oui, je le vois, mais non, Bon, en tout cas, j'ai un autre roman de cette autrice-là qui s'appelle Grand Hôtel, qui a été utilisé pour faire un film. Je vais peut-être le lire ou je vais peut-être regarder le film. On verra. Mais c'est assez. C'est assez. C'était pas prévu, mais j'ai lu une autre vieillerie de ma palle. Et c'est transparent, hein? J'ai déjà allé travailler, moi, avec ça. Ouh, bonjour, vous. OK, on vient. Donc, j'ai lu La note sensible de Valentine Gobi. Il n'y a pas 20 ans qui est dans ma pile, mais il y a 11 ans. J'ai décidé que ça pouvait quand même compter pour ce vlog, même si c'est une relique moins relique. Valentine Gobi, c'est une autrice dont j'ai lu plusieurs romans. Celui avec le paquebot, un paquebot... Ça parlait du traitement pour la tuberculose. Et l'autre qui se passait dans un camp de concentration, Kinderzimmer, je crois. Donc, je sais que j'aime sa plume. Ce roman-là, il est sorti en 2002 et je l'ai choisi parce que La note sensible, ça parle de musique et tout le roman est un peu tissé comme une pièce musicale. Il y a de la musique partout, donc si le thème vous tente, ça peut être chouette. C'est l'histoire d'une jeune fille qui déménage à Paris. C'est une jeune fille qui est un peu évanescente, c'est compliqué de saisir ce qu'elle croit, ce qu'elle pense, on la connaît pas vraiment. Puis, je pense pas qu'elle se connaît tant que ça elle-même d'ailleurs. Elle arrive à Paris et elle entend de l'autre côté de la cloison de son appartement du violoncelle. Et elle tombe amoureuse de ce violoncelle-là. Le roman, il commence par une lettre de cette jeune fille qui s'appelle Inès à son voisin, M. Vendello, et elle lui dit, en fait, je vais vous raconter dans les pages qui suivent l'histoire de ce qui n'a pas eu lieu, parce qu'un certain soir, vous avez cogné à ma porte et je n'ai pas ouvert. Donc, tout ce qui va nous être raconté par la suite, c'est l'histoire de ce qui aurait pu être. Moi, ça, là, j'aurais aimé mieux le savoir à la fin. L'avoir su à la fin, ça aurait été clairement une demi-étoile de plus. Donc, on a cette jeune femme-là. Elle n'est pas tant facile à aimer, cette jeune femme-là. Tous les liens sont flous, elle est très bien dans sa bulle. Je me suis posé la question si c'était pas neurodivergente parce que sa façon de réagir, elle est extrêmement étrange. Elle va devenir fascinée par ce voisin-là, par cette personne-là, parce que dans l'histoire, ils se connaissent. C'est un violoncelliste dans la cinquantaine. Elle est toute jeune, elle a début vingtaine, je crois. Et si tout d'abord, elle va être passionnée par sa musique, elle va ensuite être fascinée par la personne, elle va tomber en amour. Vous savez, son univers au complet tourne autour de M. Vendello, autour de son voisin. Il y a toutes sortes d'interprétations très particulières de situations et en fait, elle va laisser tomber tout le reste, elle va se mettre à l'écart de tout le reste. Très rapidement, nous, comme lecteurs, on comprend
parfaitement ce qu'il y en est, on comprend parfaitement que cet amour-là, il est à sens unique, et c'est cette histoire-là qui va nous être racontée. Les mots, la plume, sincèrement, on croirait entendre de la musique, on est dans un univers très très musical, il y a des références partout, les backgrounds musicales font vraiment partie de l'histoire et sont très symboliques. J'ai beaucoup aimé la fin, et même si j'ai eu de la difficulté à m'attacher au personnage d'Inès, j'ai un peu compris pourquoi elle embarquait là-dedans, parce que quand on a tellement peur d'aimer, tellement peur d'être blessé, bien on s'embarque dans quelque chose qui est impossible. Étant donné le contexte, c'est encore plus parlant. Tu sais, je l'ai lu en 2 heures, là, j'étais pas capable de lâcher parce que j'étais pris dans ce flow, dans ces phrases musicales-là. Est-ce que je vais m'en rappeler encore dans un mois? Je le sais pas. C'est pour ça que je fais d'ailleurs mon bilan tout de suite et que je le mets dans le vlog. Je me dis de même, je vais m'en rappeler, je viens juste de le finir. Tu sais, vous savez, c'est le genre de lecture dont je vais garder un souvenir de roman qui est beau, qui est doux, qui flotte, qui est par petites touches, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je sais pas. Donc c'est ça. Donc une bonne lecture, c'était chouette et c'est une autrice que j'aime d'avance. Bon, je viens de terminer la première nouvelle de ce recueil de Maupassant qui s'appelle Le Horla. Je croyais que ça allait être long. En fait, je pensais que c'était une très très longue nouvelle. Ça a fait bizarre, hein? Je pensais que c'était une très longue nouvelle, mais non, en fait, c'est vraiment pas si long que ça. Si on regarde, là, ça s'arrête à la page 51. C'est vraiment court. Et c'est l'histoire d'un homme qui, soudainement, se croit suivi ou habité par un être surnaturel, celui qu'il va appeler le Horla. La nouvelle est écrite sous la forme de son journal et on va le voir petit à petit sombrer et devenir de moins en moins cohérent. J'ai beaucoup aimé ça et la fin, la fin, elle m'a fait « Ok, ok, c'est là qu'on s'en va ». Ouais, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle-là. Bien entendu, ça a le style de l'époque, c'est pas si fluide. En fait, c'est pas si pire. Attendez, bon. Je suis perdu, quelqu'un possède mon âme et la gouverne, quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi, rien qu'un spectateur, esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Donc, c'est un peu ça. Ceci dit, c'est accessible et je vais continuer à lire les autres nouvelles. J'ai toujours un peu peur. J'ai hâte de voir surtout ce qui relie les nouvelles entre elles. Donc, je vous dis plus tard. En fait, je vais continuer ici un peu. Je vais filmer, voir. Ça va être chouette de moi qui me filme en lisant. Ouais. Bon, je vous remets un petit peu là parce que c'est quand même inégal comme truc. Ouais, il y en a des moins bonnes que d'autres. En fait, il y en a qui ont juste moins d'intérêt. On est souvent dans des milieux un peu isolés, des milieux ruraux. Et à tout bout de champ, Maupassant, il essaie d'imiter le parler des gens. Je sais pas si on tombe dans la caricature ou s'il parlait vraiment comme ça. C'est un peu lourd. Des fois, c'est un petit peu lourd. Suite à la première nouvelle, on en a eu une qui était très très courte, qui parlait de chasseurs et de 2 oiseaux amoureux. C'était quand même cool. Ensuite de ça, la nouvelle suivante, c'est 2 couples qui se battent pour un trou. Mais pas un trou, mais un trou de pêche. Ouais, puis ça a mal été parce qu'il y en a un qui est mort. Pour moi, celle-là, elle a un peu moins d'intérêt. En fait, ce que je remarque, c'est qu'on a souvent des personnages qui meurent ou des personnages qui sont près de la mort. Je pensais qu'on allait être sur toutes des nouvelles fantastiques, des nouvelles qui parlent de santé mentale, de ce qu'on appelait dans ce temps-là la folie. Mais non, mais vraiment pas, là, vraiment pas tant. C'est disparate comme truc. Et là, la dernière que j'ai lue, c'est La Petite Baronne et la Petite Marquise. C'est-tu ça? Oui, La Petite Marquise et la Petite Baronne. Et ce sont des intrigues de salon. Et ça, moi, je trouve ça plutôt drôle. Il y a un oiseau sur l'arbre, je sais pas comment il fait pour tenir. Je sais pas. Bref, il y en a un des deux qui veut divorcer et qui va trouver le moyen de le faire avec toutes sortes de petites magouilles. C'est drôle, ça me plaît. Sur ce, je vais retourner lire ailleurs parce que c'est pas hyper confort ici. On dirait que j'ai essayé toutes les positions possibles puis qu'à part la tête en bas, ouais, ça fait moyen. Je vais aller ailleurs puis je vais revenir tantôt.
Bon, mais je devais être beaucoup trop confortable hier parce que je me suis endormie sur mon livre et que je ne vous reviens qu'aujourd'hui pour vous parler de mon bilan final de ce roman-là qui traînait sur ma pile depuis 1992. Je l'avais acheté en secondaire 5, j'étais dans un trip, je lis des classiques, j'en ai lu beaucoup à l'époque. Celui-là, je l'avais acheté probablement pour la couverture, je l'aime cette peinture-là. Puis ben, je l'avais pas lu comme tant d'autres. Si je résume mon opinion finale, inégal, pour moi, inégal. J'ai de la misère à trouver un fil conducteur dans tout ça, puis d'après ce que j'ai lu ensuite, en fait, je pense qu'il y en a juste pas. Il a juste voulu publier un truc, puis il a sacré des nouvelles dans le même recueil. Puis quand on voit qu'est-ce qu'a été sa vie, il est mort, il allait pas bien du tout quand il est mort. Il y avait de sérieux troubles là, de santé mentale. Je pense qu'il y avait la syphilis. Et ouais, ça faisait pas de bien au cerveau, la syphilis. Et ça a été publié à la fin des années 1880 et il est décédé au début des années 1890. Donc, peut-être qu'il y avait un truc. Et quand tu sais ça et que tu relis la première nouvelle qui est l'heure-là et que tu vois où ça s'en va, et il y a une autre nouvelle qui traite d'un homme là, qui perd le cap un peu, il y a de l'isolement qu'on ressent dans tout ça, on dit ouais, quand même, c'est... ouais, on va dire qu'il est pas mort heureux. On a la nouvelle qui s'appelle Les Rois, que j'ai beaucoup aimée parce que je trouvais ça à la fois un peu pathétique et drôle. C'est l'histoire d'une garnison et des éclaireurs qui arrivent dans un village abandonné. C'est la guerre. Et ben ils décident de piller une maison qui est abandonnée. Ils trouvent tout ce qu'ils ont trouvé. Ils se font un repas de roi et ils disent ben il nous manquerait des femmes. Mais tu sais, le village est abandonné, c'est pas si évident que ça. Il va voir monsieur le curé, puis monsieur le curé dit ah ben je vais vous en trouver, moi, des femmes, des vraies. C'est quand même drôle. L'attitude de certains personnages, c'est ah, d'accord. Ah, c'est messieurs. Mais bon, clairement là-dedans, il y a certaines nouvelles qui sont hautement oubliables. Je les ai lues hier, puis là, je suis obligée de les relire un peu pour être capable de vous en parler. Quand on parle de santé mentale, pour moi, ça passe. C'est la dernière nouvelle qui s'appelle Un vagabond. Elle est enrageante, mais enrageante. C'est quand même un recueil que je suis contente d'avoir lu. Est-ce que ce sont les meilleures nouvelles que j'ai jamais lues de ma vie? Non, clairement pas. Mais il y en a qui sont très bien. Donc, quand même, c'est cool que je l'ai sorti de ma pile. Il me semble que c'était une édition folio. Ah ben oui, elle est là. Regardez la couleur. C'est celui-là. Hop. La vie devant soi de Romain Gary. Je viens de commencer La vie devant soi de Romain Gary dans cette fabuleuse version jaunie. J'ai vraiment de la difficulté à y toucher. Je pense que je vais être obligée d'aller me le chercher en e-book parce que je vais pas y arriver. En plus, je vais pas briser ici le dos, puis c'est vraiment difficile. C'est du papier solide. C'est un peu compliqué. Sauf que, imaginez-vous qu'à date, j'adore ça. J'ai pas lu tant de pages. J'ai lu peut-être 50-60 pages. Je suis rendue à peu près ici. J'adore ça. J'aime Romain Gary. Je pensais pas aimer autant. C'est donc l'histoire de Momo. Momo, il est élevé par Madame Rosa, cette couette, je l'aime pas, qui est une dame juive assez âgée, qui est en surpoids, qui semble malade également, parce que monter les 6 étages, c'est vraiment compliqué. Momo nous dit d'emblée qu'il est un fils de pute, parce que sa mère se défendait, ça c'est le mot qu'il utilise tout le temps, quelque part, et l'échec arrive, lui il est un des chanceux. Dans cette espèce de famille d'accueil illégal, il y a plusieurs garçons et filles de prostituées, et on sait pas toujours ce qui arrive aux mamans, mais elles se défendent, puis j'imagine que certaines se défendent bien. On sent que pour ce petit garçon-là, qui n'a jamais connu sa mère, Madame Rosa, c'est une figure maternelle, c'est sa seule figure d'attachement. Mais c'est pas si simple que ça non plus, parce que santé mentale, ça va pas tant que ça. Elle est juive, elle a vécu des trucs quand même assez affreux, et ben ça a des répercussions. Et entendons-nous, on est dans un milieu extrêmement pauvre, extrêmement vulnérable. Et ce jeune garçon-là, ce que j'aime, c'est la voix. C'est lui qui le raconte au jeu. Et il parle et il ne sait clairement pas de quoi il parle, mais il répète ce qu'il a entendu. Et tu dis, oh mon Dieu! Et sa normalité à lui est tellement extraterrestre. Je trouve ça fabuleux à lire. J'adore la plume. Je sais pas si ça va évoluer tout au long du récit ou si on va rester avec cette naïveté-là du début à la fin. Je sais pas si je vais être capable de lire un truc aussi naïf pendant 270 pages. On va voir. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. À date, là, j'adore. Et j'ai acheté ce roman-là en Cégep 1. Ma première année de Cégep, j'avais
16 ans et j'avais un cours de philo de l'art et il nous avait demandé d'apporter l'objet qui était le plus précieux pour nous. Et il y avait une fille qui étudiait en littérature qui avait apporté ce roman-là et qui avait dit que c'était le plus beau livre qu'elle avait lu de sa vie. Moi, du coup, comme j'étais en sciences, j'étais pas tant littéraire, je lisais beaucoup, mais je me considérais pas littéraire et totalement non légitime. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça doit être un livre magnifique, mais super dur à lire, full métaphore, qui a besoin d'analyse. Donc, ben, il traîne dans ma pile depuis 1992. Voilà, encore une fois, ça date. Et là, je le tiens du bout des doigts parce que j'aime pas y toucher. Aussi. Bon, je vous reviens déguisée en publicité de chez Chlorophylle, mais c'est pas du tout une collaboration, là. Inquiétez-vous pas, c'est juste que c'est mon pyjama. Parce que j'ai terminé de lire La vie devant soi de Romain Gary, roman que je repoussais depuis plus de 30 ans. Oui, c'est ça. Finalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, c'est pas étonnant. Romain Gary, j'aime sa plume, j'aime sa façon d'écrire. Celui-ci a été écrit sous le nom de Émile Ajar. Il y a eu le Goncourt. Vous savez, c'est celui qui a eu le Goncourt 2 fois alors que c'est impossible de l'avoir 2 fois pour un même auteur. Bon, ben, c'est ce livre-là. Je vous le dis tout de suite, si vous aimez pas les voix d'enfants, les voix un peu naïves, mais pas tant, mais vraiment pas tant, parce que le jeune Momo, là, le personnage principal, il voit des trucs que personne n'aurait dû voir, surtout pas à son âge. Mais sa façon de considérer les choses, de considérer la vie, de nommer telles qu'elles sont des horreurs de la vie et du quotidien, parce que lui, c'est sa normalité, puis il voit les trucs et il les nomme tout simplement, et ce sont des choses que souvent, ben, les gens ne veulent pas voir. On est dans les années 70, on est avec des populations qui sont très, très vulnérables. Madame Rosa, c'est une ancienne prostituée qui a survécu à Auschwitz. Dans l'immeuble d'à côté, il y a un paquet de Noirs qui vivent avec une seule toilette, et c'est considéré comme normal, tout ça. Alors que Dieu sait que ce l'est pas, tu sais, c'est... Voyons. Fait que des fois, quand on se fait remettre tout ça en pleine face, avec la voix d'un enfant pour qui c'est pas une insulte quand tu parles des fils de pute, et c'est pas une insulte, c'est tout, c'est ça, c'est ce qu'il est, puis voilà. Puis en même temps, il y a ses propres préjugés parce que dans le quartier, il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des juifs également. Madame Rosa est juive, lui, il est musulman. Tu sais, c'est la personne qu'il aime le plus au monde, mais des fois, quand il parle d'elle, quand il la décrit, il la manque pas, mais à ses yeux d'enfant, c'est ça, c'est tout, c'est pas grave, c'est ça. Avant tout, c'est un roman qui est extrêmement touchant, il y a un jeu narratif qui est intéressant dans ça aussi, et bien on sent que Madame Rosa, ça va pas de mieux en mieux, là, elle s'en va vers la fin de vie, elle veut pas aller à l'hôpital, on la voit dépérir petit à petit, puis on les comprend ses demandes. Bref, ça parle d'entraide, d'amour, de filiation, de vie de quartier également. Le personnage de Madame Lola, qui est le personnage que je crois j'ai préféré dans tout ça, je vous dirai pas c'est qui, mais la façon dont le jeune homme en parle, je trouve ça tellement cool. Même si les termes utilisés, c'est pas ceux qu'on utilisera aujourd'hui, là. On s'entend, c'est dans son époque. Est-ce que je regrette de pas l'avoir lu plus tôt? Je pense que jeune adulte, j'aurais encore plus aimé ça, mais j'ai adoré. Ça va être une de mes bonnes lectures de l'année, je le sens. Bon. Parce que quand même, j'ai été chanceuse à date avec mes vieilleries, je me lance un défi pour la dernière lecture de ce vlog, c'est de finir ce machin chouette-là qui s'appelle Catch-22. Je suis rendue à la page 83 depuis 4 ans, je l'ai pas encore terminé. Et là, je vous le jure, si je suis pas capable de le finir là, je le donne et je le DNF. OK? Je fais jamais ça, là. Mais c'est mon défi, il faut que je finisse ce truc-là. C'était le roman préféré de certains de mes amis quand j'étais très jeune. Très jeune. Non, mais j'étais quand même ado, là. Eux, ils tripaient sur ce roman-là et disaient que c'était le truc le plus hilarant au monde et ça prouvait comment la société, c'était de la ça se passe pendant la guerre du Vietnam. Bref, ils tripaient et ils disaient « il faut que tu le lises ». Moi, bien entendu, je suis très opposante, je l'ai pas lu. Mais là, je me dis que 30 ans plus tard, faudrait que je lise. Cette édition-là, là, elle n'a pas 30 ans, je l'ai eue en 2006-2007, je crois, parce que l'édition qu'il m'avait donnée quand j'étais ado, je n'étais pas capable d'y toucher. Est-ce que ça surprend quelqu'un? Donc, il m'avait donné cette édition-là pour dire, ben, t'as plus d'excuses. Donc, est-ce que je vais être obligée de recommencer? J'espère pas. Je vais aller voir sur Wikipédia au cas où qui dirait qui est qui, puis je vais continuer, OK? Je vous dis. Parce que quand je lisais, là, c'est pas que je détestais mon moment de lecture. Je trouvais ça drôle, mais j'avais jamais le goût d'y revenir parce qu'après 82 pages, je sais toujours pas de quoi ça parle, à part que c'est une protestation contre la guerre et que c'est ça. C'est un peu la maison des fous, en fait. Fait que je vais vous dire.
Ok, ça fait à peu près une semaine que je vous ai parlé pour la dernière fois et je vous reviens aujourd'hui pour un petit update. Vous excuserez le look, j'arrive tout juste de Québec, on a passé une super journée. On est allé faire une promenade méditative dans les jardins des Augustines. Ensuite de ça, petit arrêt obligé chez Pantoute, mais il y avait ma mère à côté de moi, puis comme vous voyez autour de moi, c'est la maison de mes parents, donc je me suis retenue, j'ai été très tranquille. Je me suis contentée de regarder tous les livres avec elle à côté de moi et lui dire ce que j'avais pensé de tous les livres. Elle était ravie. C'était épouvantable. Ouais, c'est ça que je fais dans les librairies quand je suis avec quelqu'un. Je regarde tous les livres puis je dis ce que j'en ai pensé. Pauvres mes accompagnateurs. Fin d'après-midi avec le théâtre documentaire d'Anaïs Barbeau-Lavalette et d'Émile Proucloutier. De mémoire, le titre, c'est Nos pas perdus. Je vais pas vous dire de quoi ça parle, je le savais pas quand je suis arrivée. J'ai trouvé ça super intéressant. On sent qu'il y a énormément de travail, énormément de recherche là-dedans. J'ai passé un très bon moment. Si vous êtes au Québec et que vous avez la chance de voir ce documentaire-là, allez-y, c'est top. Sérieux, c'est top. Puis ceux qui savent pas, Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est celle qui écrit La femme qui fuit, Femme forêt, Femme fleuve, bref, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Catch-22. Ça fait une semaine que je le lis, je suis rendue ici et là. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est difficile à lire longtemps. Je m'explique. En fait, je crois que je vous avais dit que ça se passait pendant la guerre du Vietnam. Non, pas du tout. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a été publié dans les années 60. Donc, ça a résonné vraiment beaucoup avec les gens qui voyaient arriver la guerre du Vietnam ou qui ont vécu la guerre du Vietnam. Ça parle de l'absurdité de la guerre, en fait. Et on est dans un roman absurde. On est donc basé avec un escadron sur une petite île italienne. Il y a beaucoup de monde, ils sont tous un peu fêlés. Et c'est quand même assez long avant qu'on réussisse à comprendre qui est qui. Moi, ça m'a pris vraiment du temps. Là, je suis démêlée, là. Je sais à peu près. Et en plus de ça, la narration est super particulière parce que c'est pas dans l'ordre, mais ça nous est pas dit. C'est-à-dire que t'es sûr que tel il est mort, mais là, il parle, il était pas mort. Ok, oui, mais ça doit se passer avant. Ok, là, il va à l'hôpital, mais il était là au début. C'est mêlant. C'est mêlant. Au début de la semaine, là, dès que je le prenais, je lisais 10 pages, je m'endormais. C'était épouvantable. Tu sais, ça agissait comme somnifère. Le seul autre roman qui m'a déjà fait ça, c'est Le petit copain de Donna Tartt. Puis pourtant, le pire, c'est que c'est pas que j'aimais pas ça. J'appréciais mes moments de lecture, mais ça m'endormait. Allez savoir pourquoi. Aujourd'hui, j'avais plusieurs heures dans la voiture. Je lisais donc pas le soir, parce que sur semaine, je lis le soir, puis des fois, je suis un peu plus fatiguée. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Et j'ai pu avancer un petit peu. Comme je vous disais, on est dans l'absurdité de la guerre. Là-dedans, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre parce que ça reste des hommes qui sont pris dans un système qui est déshumanisé. C'est hilarant et c'est décourageant à la fois parce qu'on se dit ça doit vraiment être comme ça. Ils sont là, les règlements changent tout le temps. On a un colonel qui veut vraiment être bien vu, donc lui, il décide d'augmenter ses missions. Il veut être vu comme courageux, donc il envoie tous ses hommes dans des missions qui n'ont pas de bon sens. Ça n'a aucun rapport, là. Lui, il reste les deux pieds sur terre, mais bon. On en a un autre qui est super bien vu parce qu'il fait des trafics divers et variés. Un qui a complètement perdu la tête. On a un personnage principal qui veut sauver sa peau, donc sa façon de faire, c'est d'essayer d'être le plus souvent possible à l'hôpital ou de trouver des façons de retourner puis de pas faire sa job. Puis on le comprend, tu sais. Le pire, c'est qu'on le comprend. Et à certains moments donnés, on voit toutes sortes de bavures. Et que font-ils pour camoufler la bavure? Ben, il donne une promotion à la personne qui l'a faite parce que c'est un acte fort courageux. T'sais. Il a fait de la chenoute avant, puis c'est pour ça qu'il est obligé de faire l'acte fort courageux, mais bon, c'est n'importe quoi. Puis comme je disais, le pire, c'est que des fois, ça doit ressembler à ça. Au milieu du roman, je ne suis toujours pas capable de vous dire c'est quoi vraiment l'histoire. Ce sont des scènes de vie de la guerre. Je trouve ça intéressant, je suis capable de lire, mais je suis pas capable de lire longtemps de suite. Donc, pour m'aider un petit peu, je vais alterner, je vais me donner un objectif par jour. Oh! Un objectif par jour dans ce roman-là. Et ensuite de ça, je vais lire en parallèle Diary of Blood, parce que je l'ai commencé, parce que j'étais certaine que je venais de recevoir le tome 2, puis j'avais reçu un truc du même auteur, mais c'est pas un tome 2 pantoute. Mon ami Mamaki me l'a recommandé, ça fait pas du tout partie des reliques de ma palle, ça doit faire juste 1 an et demi, 2 ans que c'est là, mais bon, je vous en parlerai pas dans cette vidéo-là. Je sais pas si je vais vous faire d'autres updates sur Catch-22, mais je devrais revenir quand je vais l'avoir fini, parce que je vais le finir. J'ai pas lu 200 pages pour ne pas le finir et ne pas savoir c'était quoi le truc. On se revoit plus tard. J'ai fini, incroyable, mais j'ai fini. J'aurais jamais pensé le finir en fait.
Bon, ça doit faire au moins une semaine et demie que je n'ai pas tourné, du moins pas tourné pour cette vidéo, parce que ça m'a pris une éternité à lire ce roman-là. En fait, je me rappelle plus exactement ce que je vous ai dit dans les clips précédents, parce que ça fait longtemps, tu sais, comme je vous disais. Mais là, j'ai écrit mon billet, puis quand je suis arrivée pour dire de quoi ça parle, je savais pas trop, en fait. C'est le quotidien d'un bataillon qui est stationné là, avec un commandant qui ne pense qu'à sa gloire personnelle. Et ben, la meilleure façon de mousser sa propre réputation, c'est d'envoyer les gens se faire tuer avec courage. Bref, c'est de l'absurde, c'est du grand n'importe quoi. Il y a des conversations qui sont kafkaïennes dans tout ça, mais c'est quand même pas simple à comprendre malgré le fait que ce soit drôle. C'est pas un roman que tu peux lire longtemps. Tu taperas pas 100 pages de ça, là, parce que c'est long. C'est quand même répétitif. Il y a beaucoup de personnages. Et il y a certains moments où c'est terriblement injuste ce qui se passe. Moi, je l'ai fâchée. Vers la toute fin, il commence à avoir une histoire. Il y a un peu plus d'histoire. J'avoue avoir éclaté de rire à la fin, mais éclat de rire, là. Le pire, c'est que j'y avais pensé. Il va-tu aller jusque-là? Et oui, il est allé jusque-là, J'ai trouvé ça drôle. Il y a personne qui est en bonne santé mentale dans tout ça. Là, on a un bataillon complet en choc post-traumatique et dans ce temps-là, on n'en parlait pas du tout. Ils peuvent rien faire, ils doivent continuer quand même. Ils sont pognés là. Merci le commandant Cathcart. C'est un commandant, en tout cas, Cathcart. Donc, on s'entend, parfois, leur comportement peut être étonnant. On va dire ça comme ça. Et ce qui est fou, c'est que chacun a sa propre façon d'aller très très mal. Si on résume, est-ce que je suis contente de l'avoir lu? Oui, je suis contente de l'avoir lu, je suis contente de savoir c'est quoi. Est-ce que je comprends pourquoi il a eu l'effet qu'il a eu à l'époque où il a été publié? Oui, je le comprends également. Je comprends pourquoi ça a plu et pourquoi c'était quand même assez révolutionnaire à l'époque. Quoi qu'il y a eu Kafka, mais c'est dans la suite, là. Est-ce que je vois les qualités littéraires? Oui, je vois les qualités littéraires. Est-ce que j'ai eu du plaisir à lire ça? Je sais pas. Je le sais pas. Il y a des moments que oui, mais j'avais jamais tant le goût d'y revenir non plus. Puis après quelques pages, après souvent une vingtaine de pages, il fallait que je passe à autre chose. Je m'étais mis, tu lis 20 pages par jour avant d'avoir le droit de lire autre chose parce que c'est comme trop d'absurdité, trop de conversations où on répond pas à la bonne question, où on répond pas du tout, où on se fait répondre par des conneries. Puis tu sais, au début du roman, avant que tu comprennes que la narration, elle est pas dans le bon ordre, tu dis « Oh, ils ont un bon talent pour ressusciter tous ces soldats parce qu'ils étaient morts, puis oh, ils sont plus morts, mais en fait, c'est parce qu'on est dans le passé, mais ils nous l'ont pas dit. » Mais ça, la construction, c'est chouette, là. Il y a des choses qu'on sait qui se sont pas vraiment bien passées, mais on apprend pourquoi vraiment plus tard. Ça, c'était cool. Mais bon, je suis contente de l'avoir lu. Est-ce que je vais le relire? Mais jamais. Ah oui, puis il y a une suite qui a été écrite genre en 94, comme 35 ans plus tard. J'ai décidé que c'était un tour unique. Je ne lirai clairement pas la suite. Non, c'est assez. Alors voilà, c'était tout pour ce vlog où je lis des vieilleries de ma pile. Quand même, j'ai bien fait ça. J'ai lu 5 romans et la plupart est arrivé dans les années 90. Hey, ça va clairement faire un drôle de mois dans mes statistiques. Combien de temps les livres ont-ils passé sur ma pile avant que je les lise? Oui, je fais cette statistique. Posez pas de questions. Et la question que nous nous posons tous, y avait-il une bonne raison pour laquelle ces livres sont restés sur ma pile aussi longtemps? Et la vraie question derrière tout ça, c'est est-ce qu'ils auraient dû y rester? Pas tant, du moins pas tous. J'ai eu un coup de cœur. En fait, oui, je peux dire que c'est un coup de cœur avec La vie devant soi. C'était super. J'ai aussi bien aimé La note sensible. Je suis très contente d'avoir finalement lu ce roman-là et compris, sans nécessairement le partager, l'engouement de plusieurs de mes amis. Petite déception avec les nouvelles de Maupassant et Ballerina, c'était dommage. On va dire ça comme ça. Donc, dites-moi, avez-vous aimé ce type de vlog? Voudriez-vous que j'en fasse un autre tantôt pour aller chercher des livres peut-être un peu moins vieux. Ah, même que je pourrais faire une liste puis vous faire choisir en plus. Dites-moi également, vous, quel est le plus vieux livre de votre pile et souhaitez-vous vraiment le lire un jour? Si je l'ai lu, je vous dirai si ça vaut la peine. Genre, mon avis, c'est la voie, la vérité, la vie. N'est-ce pas? Si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre un petit emoji vintage, un truc vintage, une tasse de thé. Une tasse de thé, ça fait vintage. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et à la prochaine!